Donc, en direct avec Manor, je pense que le mieux, ce serait de présenter un petit peu le groupe et vos œuvres, parce que je pense que vous êtes le mieux placé pour en parler. Bonjour, je suis Manor. Donc le groupe s'appelle Manor Stories. On est un groupe de 3 personnes. C'est BBC Chan qui est illustrateur, Mariana qui est également illustratrice, qui fait aussi toutes les couleurs sur les dessins de BBC, et moi qui code, programme, fait la direction des acteurs, s'occupe de tout le reste, je fais le café, je paye tout le monde, enfin voilà quoi. Gravite aussi quelques actrices comme Pixie Willow qui nous suivent depuis le début, Voice Like Candy et Silky Milk, Midnight Datura qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, Millie Stern, j'espère que je prononce son nom correctement, qui sont avec nous et puis avec qui on adore travailler, donc c'est vraiment 4 actrices absolument fantastiques qu'on intègre dans le groupe, même si bon, elles sont dans d'autres groupes aussi. Disons qu'elles sont indépendantes, mais quand même dans notre groupe aussi. Voilà, on est très fiers. Dorn aussi, j'ai oublié Dorn. Puis au niveau des acteurs, il y a Ivan Erection, qui est le son complet, hein, et Weaver City aussi comme acteur. Ce sont 2 très grands acteurs qui sont avec nous, enfin avec nous aussi. Mais d'ailleurs, parce que, effectivement, puisque vous parlez qu'effectivement ce sont les acteurs sont un peu gravitent un peu autour de vous, mais que les 3 principaux acteurs, ça reste BBC Chan et Mariana, comment vous êtes retrouvés finalement à travailler ensemble déjà de base? Alors avec BBC, je lui ai dit, bah tiens, je me lancerais bien dans une visual novel. Je me rappelle que je l'avais beaucoup flatté parce que c'était peut-être mon seul argument. Il m'a dit oui, et ce qui était assez sympa, c'est qu'il commençait lui tout juste à être connu. Il avait commencé tout juste son Patreon à cette époque-là. Pareil, il m'a fait découvrir un peu l'univers des artistes que je connaissais pas du tout en fait, ou très très peu. Il a été super sympa au début, et puis il a fait quelques dessins. On s'est jamais promis de faire quelque chose de très long ou très compliqué ensemble, mais à chaque fois je revenais pour en remettre un peu. Et on s'est un peu rapprochés, on est devenus copains. Je sais qu'il est extrêmement occupé, donc j'essaie de pas trop foirer le jeu derrière, parce que je sais très bien la chance que j'ai d'avoir un artiste comme lui, quoi. Mariana est arrivée 1 an après, justement parce que BBC avait énormément de mal pour les dessins à tout gérer, et quelque chose qui lui prend du temps, c'est la couleur. J'ai dit, écoute, si tu veux juste faire ce qu'on appelle le line art, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse les couleurs, il n'y a pas de souci, on va essayer de trouver quelqu'un. C'est arrivé un peu par hasard, par l'intermédiaire d'un ami qu'on avait en commun, qui a dit, mais en fait je connais quelqu'un, elle s'appelle Mariana, et elle pourra faire les dessins. Et donc voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé pour nous 3. D'accord. Vous avez tous à peu près la même attente au niveau des projets, ou bah, il y a de temps en temps des choses qui divergent et vous êtes obligé de vous adapter aux uns aux autres? Oui, ça m'arrive parfois de venir avec une idée qui est pas bonne, ou qui pourrait être améliorée. Ça, c'est le propre quand on est un directeur, il faut savoir écouter les gens avec qui on travaille, parce que si les gens l'ouvrent, si je puis dire, c'est que ça les concerne. Et il faut surtout pas jouer son mais de comment hostile critiquer ainsi mon goût artistique. Non, il faut savoir écouter les gens. Oui, ça nous est arrivé plusieurs fois de changer des scènes ou des angles de vue, même une fois une pause, parce que BBC trouvait que l'angle de vue était pas forcément le bon, et il est venu avec autre chose, et qui était 100 fois meilleur, quoi. Mariana, pareil, sur certains logos, sur certains décors, ou même sur les vêtements, hein, parce que c'est elle aussi qui a continué et qui a rajouté des vêtements. C'est pour ça que dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4, les filles sont habillées différemment. Et c'est elle qui a proposé ça. Moi, au début, je disais, mais pourquoi on changerait? Et puis finalement, c'était une très bonne idée, et je trouve que ça rajoute de la variété. Et en plus, la tenue de Sylvia dans le chapitre 4, elle est quand même très bien. Non, effectivement, ça me paraît adapté de se dire, bon bah les personnages évoluent, on va faire évoluer un peu les tenues aussi, puis ça donne effectivement un sentiment de continuer l'histoire, quoi, qui est... Il y a aussi des fois où il y avait un personnage, c'est la vendeuse dans le chapitre 2, c'est la vendeuse de maillot de bain. Un jour, Mariana est venue avec une nouvelle version du personnage. Moi, j'avais déjà tout codé, j'avais tout mis, donc je me dis, mais pourquoi tu veux qu'on change ça? Sous-entendu, j'ai pas envie de recoder le truc encore une fois. Et en fait, elle m'a dit, mais non, j'aimais pas la façon dont elle avait l'air, je la trouvais pas assez jolie. Et effectivement, sa deuxième version était plus jolie, et j'ai été super content finalement de l'intégrer, parce que c'était mieux. Et quand vous imposez tout aux gens, vous n'avez pas ce genre d'initiative. Ça fait partie du plaisir de bosser avec des gens aussi talentueux que Mariana ou BBC, c'est que ils s'en foutent pas, et ils reviennent des fois avec des idées qui sont meilleures que celles que j'aurais pu avoir à la base.
D'ailleurs, c'est vrai qu'on parle pas mal du jeu, du visual novel, Sylvia, mais vous faites quand même largement autre chose. Des comics, des motion comics, vous faites des sagas audio. La question que je me pose, c'est vrai que pourquoi autant vous diversifier? Parce que c'est travailler, jongler avec plusieurs choses, donc... Il y a deux raisons. La première, c'est pour faire patienter un peu les patrons, les gens qui mettent sur Patreon, parce que c'est long à produire. Un chapitre, ça prend 6 mois à faire, à peu près. Parce que la première release, généralement, c'est les dialogues et une partie des décors et une partie des scènes. Certaines sont d'ailleurs encore en noir et blanc ou pas complètement coloriées. La deuxième release, généralement, on va mettre les voix, et la troisième, on va vraiment tout polir avec les décors complets, les dialogues complets, tous les effets et tout ça. La deuxième partie du travail, les Patreons le voient. Mais la première partie, la préparation, l'écriture, le fait aussi d'envoyer les dialogues aux actrices pour qu'elles aient le temps de l'enregistrer, ça les gens ne le voient pas, donc c'est long. Et il faut combler un peu. Une façon de combler, c'est de faire des histoires audio, puisque c'est relativement rapide à produire. En plus, ça permet, quand une actrice a un petit script, par exemple, une fois, j'avais Millie Stern, j'avais peut-être 5 lignes, pas la faire bosser pour 5 lignes. Donc du coup, je lui dis, est-ce que tu veux pas me faire aussi une ou deux histoires audio en plus, histoire de rajouter des lignes et d'avoir quelque chose. Donc les actrices, généralement, elles sont plutôt d'accord. Ça me permet aussi de garder le contact avec les actrices et en même temps d'avoir du contenu à donner aux patrons. Ce qu'on fait aussi, c'est... Sur les comics, ça c'est parce que j'avais eu l'opportunité de travailler avec David H.S. Parce que je lui avais demandé, et puis il m'a dit dans un an peut-être. Un an plus tard, c'est dispo, et on a fait ça. Et comme le résultat était vachement bien, je lui avais demandé de me faire une version sans les bulles avec le texte. Au départ, je lui avais dit ça me permettra de faire une traduction. Et je me dis, mais au fait, on peut faire des plans en motion comic du coup, parce qu'il y avait des décors, on pouvait se permettre de faire ça. Et ça m'a permis aussi de travailler avec d'autres acteurs que j'avais connus. Par exemple, Weaver CD, je l'ai connu sur Last Resort. Dorn, qui a travaillé comme narratrice sur Last Resort, elle a aussi fait la narration du prologue de Sylvia. Donc ça me permettait de continuer aussi de travailler avec des acteurs que j'avais découverts et appréciés. Silky Milk aussi, qui a fait qu'un tout petit rôle dans Sylvia, elle fait la réceptionniste, et d'autres petits rôles où il y avait 3 lignes. Voilà, comme elle est capable de changer et de moduler sa voix comme elle veut, c'était facile pour elle de switcher. Et comme j'avais adoré bosser avec elle, voilà, on a pu continuer sur Last Resort, et j'ai pu la faire chanter aussi, puisque la chanson de Last Resort, c'est elle qui chante aussi derrière. Donc voilà, c'était aussi des opportunités sympas de continuer le travail. L'autre raison aussi, c'est que BBC était noyé de travail. Il avait énormément de mal à continuer, et le prochain dessin, je te le fais dans 6 mois. Et donc, voilà, Last Resort est tombé à ce moment-là. Mais je suis content que vous me posez la question, parce qu'on m'a beaucoup reproché le fait d'avoir fait Last Resort, parce que on s'est dit, mais attendez, on attend un nouveau chapitre de Sylvia et tu nous sors motion comic, qu'est-ce que c'est que ça? On a revu aussi les tiers, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, je donne pour un jeu, je donne pas pour des BD. Donc c'est pour ça, on a revu aussi, on a refait toute notre page Patreon après cette expérience-là, et on a revu aussi la tiers, donc il y a un tiers qui est que pour le jeu, c'est-à-dire que si tout ce qui est autour, les personnes ne le voient pas, parce qu'elles veulent que le jeu, et je le comprends, donc voilà. Vous en parlez, autant l'aborder tout de suite, c'est la question qui fâche, on va parler pognon, justement. Je vous ferai pas l'affront effectivement de vous demander combien ça vous rapporte, parce que déjà je pense avoir la réponse personnellement, et surtout... Ça me rapporte rien pour l'instant. Voilà. Ça me fait un peu penser à Fabien Fournier qui disait justement, c'est le genre de projet, ça ne vous rapporte rien, ça vous coûte mais ça rapporte rien. À part une grande satisfaction, mais ça ne rapporte rien, voilà. Comment dire, au niveau argent, c'est géré comment? Je suppose qu'il y a même des fonds personnels qui doivent y passer. Oui, je suis l'actionnaire majoritaire. Plus sérieusement, je vais essayer de répondre. Un chapitre de Sylvia, donc prenez chapitre 2 ou chapitre 3, ça coûte entre 6 et 7 000 euros à produire. Alors... Entre les voix, et je compte pas le temps que j'y passe, d'accord? Donc entre les voix, le graphisme, j'allais dire aussi un peu de direction d'acteur, le fait des fois d'aller chercher des acteurs,
enfin, de faire les animations aussi. Ça... Non, c'est pas de la 3D, hein, c'est de la 2D. Donc à chaque fois que vous voyez un dessin, quelqu'un qui l'a vraiment dessiné, qui a passé du temps à le dessiner, à le colorier, pour ensuite faire la prochaine trame. Donc c'est pas comme un logiciel en 3D où vous mettez des coordonnées et puis c'est calculé et rendu tout seul. C'est long à produire la 2D. On en avait parlé, apparemment c'est la croix et la bannière pour avoir des doubleurs en France. Comment ça se fait que ça soit aussi compliqué alors qu'apparemment pour... Enfin c'est pas que ça se bouscule en version anglaise, mais ça a l'air beaucoup plus simple déjà. En version anglaise, c'est les problèmes inverses. On est obligé de faire des castings et parfois de faire des choix assez drastiques. Et parfois même assez déchirants. Parce qu'il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de monde qui sont très talentueux. J'ai pas d'explication pour ça. Peut-être parce que l'anglais étant plus répandu, il y a peut-être plus de gens qui se proposent. Et il y a peut-être plus de projets aussi en anglais. C'est vrai qu'en français, les projets sont plus rares. Puis j'ai parfois des retours qui sont pas forcément sympas. J'avais essayé des studios professionnels et on m'a dit mais c'est pas un jeu, Sylvia. Ça n'intéressait personne. Enfin, vous avez même pas 50 000 abonnés sur Twitter. Pourquoi je vous parle? Enfin. Mais c'est lié à quoi? Parce que j'ai cru comprendre effectivement des fois vous êtes fait insulter sans vraiment de raison, mais c'est dû à quoi? Le contenu de Sylvia, le fait qu'elle ait pas cette notoriété, Le mélange des deux. Je vais raconter l'histoire quand même un petit peu. J'étais donc arrivé à un studio. J'aurais dit voilà, j'ai un jeu, combien à faire, combien ça. Je voulais juste parler contrat, c'est-à-dire que je venais pas avec regardez comme c'est beau, comme c'est magnifique. C'était bon voilà, je veux juste un contrat. Je vais pas vous embêter à vous parler de trucs que vous voulez pas entendre. Le type me fait en face, oui, mais vous avez déjà des voix anglaises? Je fais oui, j'ai le casting des voix anglaises. Et le mec me dit comme ça, de but en blanc, ouais, enfin bon, c'est des étudiantes avec des micros chinois. Donc voilà, le mec il m'avait quand même fait un combo quand même, hein. Il avait réussi à faire un grand dénigrement et il a rajouté une petite dose de racisme dessus. Voilà, super, et d'une manière complètement naturelle, quoi. Genre le mec il faisait ça tous les jours, quoi. Bon bah je suis parti, quoi. Je l'ai pris comme une insulte, mais faut savoir que entre guillemets c'est étudiantes avec leur entre guillemets micro chinois, elles ont parfois un meilleur matos que certains studios, d'une, et deux, la plupart ne font pas que du non-safe for work, et la plupart font des voix dans des jeux vidéo primés et des AAA. Donc, mais ça m'a profondément outré, mais c'est très, c'est très typique de l'attitude que j'ai eue et de l'expérience que j'ai eue avec les studios français. Enfin, les studios, je vais pas dire tous les studios, il en reste peut-être, je sais pas, quelques-uns que j'ai pas encore contactés, donc on va pas faire une généralité. Surtout que c'est un peu vache parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, même aux États-Unis ou en Angleterre, effectivement, il y a des personnes qui font du doublage, mais de façon un peu professionnelle. Et même chez nous, indirectement, c'est le cas, puisque la chaîne YouTube Retake, pour ceux qui connaissent, font souvent de la parodie, d'animés, des trucs comme ça. Et il s'avère que l'un des doubleurs, j'ai bouffé son nom et je suis vraiment navré, a justement fait des doublages dans le jeu Call of Duty. Bon, ok, c'est Call of Duty pour certains se diront, mais c'est quand même du AAA. Ouais, je suis sûr qu'il aurait été, oui, un étudiant et son micro chinois, bah non, je veux dire, je vais donner encore les exemples des actrices avec lesquelles je travaille, mais à chaque fois j'ai un fichier impeccable. Il n'y a pas un souffle, il n'y a pas une porte qui claque. On n'a pas encore parlé de la façon dont ça se passe, mais les actrices enregistrent chez elles avec le script. Je suis pas là derrière à leur donner des indications. Tout ce que je peux dire au début, avant de leur envoyer, c'est bon, il y aura telle ou telle scène, ça va se passer de telle ou telle manière. Mais sinon, dans le script, il y a des indications pour la direction d'acteur. Mais elles font ça toutes seules comme des grandes, hein. Non, mais de toute façon, en plus, ça tombe bien parce que c'est vrai que c'était la question d'après, c'était un peu les étapes de création, effectivement, que ça soit pour n'importe quelle création, et éventuellement le temps que ça prend pour chacune d'entre elles. Donc, c'est bien que vous l'amorciez, ça m'évite de le faire. Bah, généralement, on commence par l'histoire, hein. Donc on a la trame qui est déjà écrite. Ensuite, surtout alors, dans le chapitre 4, comme il y a beaucoup d'embranchements, il y a beaucoup de choses qui se croisent entre elles, on a fait beaucoup de flowcharts avec Mariana, où on vérifiait en fait avec des graphiques que les différents embranchements se passaient bien et qu'il manquait rien, qu'il n'y avait pas de trous, des choses comme ça. Ensuite, une fois qu'on a l'histoire générale, on peut commencer à découper en scènes.
chaque scène doit apporter quelque chose à l'histoire. Est-ce qu'on va parler d'un nouveau personnage et l'exposer, par exemple, ou est-ce qu'on va faire une action qui va, je sais pas moi, par exemple, casser avec Sylvia ou casser avec Valérie. Bon, voilà, c'est des scènes qu'il faut écrire, mais il y a un objectif. C'est-à-dire qu'à la fin de la scène, bah, vous êtes plus avec Sylvia ou vous êtes plus avec Valérie, mais vous pouvez aussi parfois vous en sortir avec plus ou moins de points, ce qui fait que bah, est-ce que Sylvia va vraiment, par exemple, à la fin, si vous décidez de rompre avec elle, va vous détester, ou est-ce que bah, vous avez rompu d'une certaine manière qui laisse quand même entrevoir une amitié. Donc tout ça, on décide ces scènes-là, comment l'objectif, le pourquoi de la scène, et après on peut commencer à écrire les dialogues. On écrit des fiches par scène, chaque scène est numérotée, et on écrit tout le dialogue. Ensuite, je le code, c'est-à-dire que je prends toutes ces informations-là et je code ça, je code les différents embranchements. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le quatrième chapitre, encore une fois. Et on vérifie, j'appelle ça la version blind, la version aveugle. On vérifie que tout marche, que les embranchements vont bien là où ils doivent, enfin les aiguillages et les menus conduisent bien là où on veut aller, de manière à ce que le texte soit fluide. On en enlève aussi parfois, on retire du texte si on se rend compte que la scène est trop longue, soit parce que l'information passe pas. Donc une fois qu'on a travaillé avec cette version-là, je dis on parce que Mariana bosse énormément avec moi là-dessus. Donc c'est elle qui corrige mon anglais. Une fois que tout ça est préparé, ben, on a les fameux scripts qu'on peut donner aux actrices. Donc on va rajouter les expressions qu'on aimerait qu'elles utilisent. On rajoute un petit peu de texte pour décrire, bon bah là vous êtes à l'hôpital, l'homme que vous aimez est allongé sur son lit inconscient, vous repensez à votre histoire passée. Donc ça permet à l'actrice de se projeter dans la scène. Vous n'avez pas besoin d'en écrire des tonnes. Ça sert à rien d'expliquer tout le lore, et s'en foutre, c'est pas ça qui va lui donner la voix et le ton qu'elle doit employer. Et ça, c'est une grosse erreur dont beaucoup d'actrices se plaignent d'ailleurs. Le mieux, c'est si vous avez un extrait de film, ça lui donne une indication sur le timbre de voix, et ensuite, tout ce que j'ai décrit avant sur le donner du contexte à la scène, bah, ça suffit. Pendant que les actrices enregistrent, bah, je complète le code avec toute la gestion des images et des animations. Quel fond je vais mettre, quelle expression je vais mettre aussi pour les personnages, quelles animations je vais faire. Donc tout ça c'est codé, c'est codé à la main. On est plus proche de l'Amstrad CPC quand il fallait coder ces jeux, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Il y a un script qu'il faut coder et sur lequel on écrit, bon bah j'ai mon image et démarre, je sais pas moi, à 100 pixels de hauteur et pendant 12 secondes, avec une interpolation linéaire, vous allez jusqu'au pixel numéro 147 et ça fait une animation à la fin. C'est fait avec un IDE, comme on dit en informatique, c'est pas fait avec un logiciel tout prêt, non, il faut coder. Après, je reçois l'audio des actrices. Donc, elle m'envoie généralement un fichier par groupe de scènes, ce que j'appelle un sous-chapitre en fait. Il peut y avoir 4-5 scènes à l'intérieur. Et je dois découper chaque phrase par rapport à ce qui est lu à l'écran. Donc si vous avez une phrase I love you par exemple de la part de Sylvia, il faut prendre le petit morceau d'audio qui correspond à cette phrase-là et lui donner le bon nom qui correspond pour que le jeu puisse, quand il lit la phrase I love you et qu'il sait que c'est Sylvia dans telle scène, puisse dire ok c'est telle scène, c'est Sylvia, c'est la phrase I love you qui puisse déclencher en même temps que vous voyez le texte, qui puisse déclencher l'audio qui va derrière. Donc faut aussi faire ce travail-là. Et parfois, même souvent, les actrices se reprennent à plusieurs fois. Donc il faut choisir la bonne prise. Et là, des fois où ça devient complètement dingue, c'est quand le début d'une prise est bien et que la fin d'une autre prise est bien aussi. Vous voulez mélanger les deux. Donc on peut aussi s'amuser, à refaire l'audio. Moi, je le fais de temps en temps. Et donc vous avez du coup une nouvelle prise qui est parfaite du coup et que vous pouvez travailler. Ça prend en moyenne 5 minutes par ligne de dialogue. Le fait de découper, choisir la bonne prise, mettre le bon ID, l'enregistrer au bon endroit, faire aussi la normalisation audio, c'est-à-dire s'assurer que vous n'allez pas avoir un personnage qui va parler plus fort qu'un autre, sinon parce que comme chaque actrice a un matériel différent, elles ont aussi des volumes et des qualités audio différentes quand même, donc il faut aussi s'assurer que tout ça soit harmonieux et cohérent, que vous n'ayez pas l'impression que vous avez une actrice qui parle plus fort qu'une autre, sinon ça vous perturberait. Puis ensuite je mets les musiques, et puis il y a le test. Alors
Pour les scènes interactives aussi, il y a le code de l'interactivité, hein, ça change à chaque scène. Il y a aussi les mini-jeux à coder, enfin voilà. D'ailleurs, musique totalement composée par vous, avec un bon vieux synthé années 80. Pas toutes. Pour Last Resort, c'est moi qui ai fait toutes les musiques. Et pour Sylvia, j'ai fait la moitié des musiques parce que j'ai pas le temps. Et il y a des fois des musiques où, bon, on peut trouver sur Creative Commons des musiques libres de droit qui font le taf, quoi. Genre, une musique de quelqu'un qui attend dans le couloir d'un hôpital. Bon, je peux trouver quelque chose en Creative Commons qui marche pour ça, j'ai pas besoin. Mais par contre, sur certaines scènes, comme dans le deuxième chapitre où vous regardez le coucher de soleil avec Léa, là j'ai besoin de quelque chose de spécifique, donc je le fais pas.